à tous. Donc, moi, mon nom, c'est Margot. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 4 parcours de femmes qui travaillent dans le digital. J'ai vu que, juste avant que ça commence, vous étiez tous sur vos téléphones. Et donc, typiquement, vous êtes des utilisateurs quotidiens, omniprésents sur le digital, principalement sur le téléphone, mais aussi sur l'ordinateur. Donc là, concrètement, vous allez avoir les 4 parcours et 4 personnes qui travaillent dans des métiers dans le numérique de manière très globale. Donc vous allez voir que c'est une infime partie des métiers qui existent dans le digital. Donc profitez-en. À la fin, il y aura des questions. Donc n'hésitez pas à les préparer d'avance pour qu'on puisse y répondre. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les filles. Donc, je vais vous poser des questions et puis c'est parti. N'hésitez pas, toujours short et vulgarisé pour qu'on puisse comprendre de manière concrète qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait aussi. C'est tout aussi important que la partie technique. Donc, Samia, je te laisse la place. Explique-nous ton parcours. Bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a des garçons qui se baladent aussi. Je m'appelle Samia Drapeau, je suis data scientist depuis environ 15 ans. Et en 3 mots, mon métier consiste à jouer avec des données. Je viendrai en détail plus tard avec la question relatante. Et un petit mot sur mon parcours pour vous montrer combien il n'est pas linéaire. Et en fait, c'est pas grave de ne pas avoir un parcours linéaire pour arriver au métier que vous voulez après. J'ai fait un bac S, des plus classiques. J'ai fait 3 ans de prépa, parce que mes parents voulaient absolument que je sois ingénieur, et moi, je ne voulais pas être ingénieur, je voulais être chercheur à la fac. Donc j'ai fait mes 3 ans, je suis allée à la fac, j'ai fait une vie étudiante d'ici et là, j'ai mis quelques années pour arriver à mon diplôme, j'ai mis pas mal d'années même, pour arriver à mon diplôme, qui est une thèse en astrophysique. Et là, je me destinais à faire de la recherche enseignant-chercheur à la fac. J'ai fait ça 3 ans, et puis après, j'ai réalisé que faut un métier qui ramène des sous pour faire la famille. Et donc, j'ai changé vers l'industrie. J'ai fait 2 ans de salariat. Et là, je me suis dit, le salariat, c'est pas pour moi. Et donc, je suis devenue freelance depuis maintenant 3 ans, 4 ans. C'est quoi un freelance? C'est quoi un freelance? Oui, indépendante. En gros, vous êtes votre propre chef d'entreprise et vous faites le métier que vous voulez avec plein de clients qui veulent bien travailler avec vous. Voilà, en quelques mots. Alice? Allez, j'ai l'impression que c'est mon tour. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci d'être présente et présent aujourd'hui. C'est très impressionnant de vous avoir en face, juste pour vous le dire. Donc, je m'appelle Alice Larivière et je travaille chez Airbus Protect, qui est une entité du groupe Airbus spécialisée dans la sécurité, on va dire, du groupe Airbus. Donc, je pense qu'à Toulouse, vous connaissez tous Airbus. Ils ne fabriquent pas que des avions, des hélicos et des satellites. Il y a aussi une partie vraiment cybersécurité qui est très, très importante. Parce que vous vous doutez que pour faire voler un avion, il y a besoin de beaucoup de fonctions et beaucoup de métiers. Et en parallèle d'Airbus, j'ai une autre vie d'officier de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Et je serais très contente de vous en parler si vous avez des questions. Et je suis rattachée à la direction générale au Centre national des opérations. Donc, comme vous voyez dans les films et dans les séries, c'est la salle de crise avec des ordinateurs partout et le téléphone qui sonne tout le temps. Et c'est un peu aussi mon métier chez Airbus. Et je suis manager d'une équipe de consultants cyber et coordinatrice de projet. Donc, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de détailler un peu plus tard. Yes. Parfait. Alors, notre membre qui habite à Tournefeuille, donc je pense que ça vous... Vous voyez où c'est? Bonjour, alors moi je m'appelle Sadma Kouri. Ça fait un peu moins de 20 ans que je fais de l'expertise sécurité. Je travaille au sein de Thales, un concurrent d'Airbus. Et mon métier à moi actuellement, c'est de faire des analyses de risque sur un projet spatial, le Galileo, qui est le GPS européen. Mon rôle est d'étudier toutes les vulnérabilités qu'il y a sur notre système, de se mettre à la place d'un attaquant et de définir tous les scénarios au niveau et puis beaucoup plus techniques pour
du coup, pour savoir exactement où on peut être attaqué et quelles sont les mesures de sécurité qu'on peut mettre en place pour se protéger. Je suis donc analyste cybersécurité, mais au niveau de l'analyse de risque, mais je fais aussi d'autres métiers en parallèle, comme architecte sécu, donc j'analyse exactement le réseau et savoir qu'est-ce qui est le plus adapté au système. Et je peux aussi analyser les vulnérabilités en détail pour savoir quelle vulnérabilité est actuellement et comment nous, on peut se protéger avec des mises à jour. Super. Marilyn. Et bonjour à tous, Marilyn Bélanguet. Donc, je travaille chez Soprasteria. C'est une société de conseil en informatique. On intervient chez de nombreux clients pour de nombreux domaines, que ce soit du domaine social ou dans le domaine aéronautique. Et actuellement, moi, je suis en mission chez le client DGAC, donc qui correspond à l'aviation civile, tout ce qui est contrôle aérien en fait. Moi, mon rôle est d'être consultant fonctionnel, c'est-à-dire que en fait, je suis là pour communiquer avec les utilisateurs, donc c'est les contrôleurs aériens qui remontent, qui ont besoin d'outils pour gérer tout le trafic au-dessus de la France. Et du coup, ils ont besoin de produits pour les aider dans leur quotidien. Et ils expriment des besoins sur des nouvelles fonctionnalités, sur des choses qu'il leur faudrait en plus. Donc moi, je monte des ateliers avec eux, j'essaie de comprendre leur métier et en fait, je deviens traductrice vers les équipes de développement qui vont ensuite concevoir toute la partie produit et coder tout ça, les développeurs. Voilà, donc c'est un métier où il faut beaucoup communiquer et être au contact des gens et de milieux très différents. Donc vous pouvez voir que c'est 4 profils qui sont complètement différents, mais qui en fait communiquent les uns des autres. Parce qu'un projet dans le numérique, c'est pas juste qu'une technologie et puis en fait on fait tout le reste. Non, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui communiquent tout au long d'un cycle assez long pour pouvoir avoir soit les applications de réseaux sociaux ou différents outils que vous pouvez utiliser dans vos études. Donc là, concrètement, la présentation était pour comprendre ce que c'est. Mais sinon, concrètement, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'ensuite, ça vous serve. Voilà, je vous laisse répondre, les filles. Concrètement, être data scientist, c'est jouer avec des données toute la journée. C'est cool. Mais oui. C'est faire des puzzles, en fait, avec un objectif. Être utile à l'utilisateur qui vous a posé ce puzzle. Concrètement, je vais faire le métier remis sur une journée, on va dire en 24 heures. Vous démarrez en fait avec de la communication. En fait, on passe pas notre journée devant un ordinateur, pas toute une journée. On communique beaucoup avec l'utilisateur, avec celui qui vous a amené le puzzle, pour bien comprendre pourquoi il veut résoudre ce puzzle. Une fois qu'on a bien compris, on va regarder les pièces et il va y avoir des pièces qui vont servir au puzzle et puis d'autres qui ont été mélangées d'un autre puzzle et dont on n'a pas besoin. Et des fois même, il y a des pièces du puzzle que vous voulez faire qui sont dans une autre boîte. Donc il faut aller la chercher, la boîte, communiquer avec encore d'autres personnes pour trouver cette boîte et retrouver ces pièces. Et là, le travail, on va dire, devant l'ordinateur commence. C'est regarder les pièces, comment elles ressemblent, essayer de voir des patterns, des modèles, des trames pour remettre les pièces ensemble et commencer à faire le puzzle. Et là, ça peut prendre peu de temps ou beaucoup de temps selon la propreté des pièces, si elles ont été vieilles ou toutes neuves et que tout est bien fait. Et une fois que vous avez fait ce joli puzzle qui est tout complet, on revient à l'échange avec l'humain, c'est la communication avec l'utilisateur pour lui dire, voilà, j'ai résolu votre puzzle et vous allez pouvoir faire maintenant des choses encore plus développées avec ce que vous vouliez faire. Un exemple concret, on va dire sans métaphore, c'est les applications des réseaux sociaux. Quand vous utilisez un réseau social avec une nouvelle fonctionnalité,
en fait, derrière, il y a eu une personne comme moi, ou une équipe comme moi, pluridisciplinaire, qui a vu vos comportements et qui s'est dit « Ah, tiens, il y a un nouveau comportement qui s'émerge de nos utilisateurs. Il faudrait qu'on leur fasse ce bouton like qui est plus que like, mais like et plein d'autres trucs. » Je ne sais plus c'est quoi les autres choix, mais vous saurez mieux que moi. Mais voilà, c'est un exemple concret d'un produit de mon travail, aider à faire de nouvelles fonctionnalités pour qu'à la fin, un utilisateur joue plus avec l'application. Enfin, oui, plus efficace. Voilà. Quel est mon travail en tant que data scientist? Oula, alors moi ça va être un peu plus chaotique, désolée. Je ne peux pas vous définir une journée de 24 heures parce qu'aucun jour se ressemble et c'est exactement ce que je cherchais parce que je suis un poil hyperactive et besoin d'un environnement très stimulant, donc je l'ai vraiment trouvé dans mon métier. Quand même, mon travail peut se définir un peu en 3 axes. Le premier, je dirais que je suis interprète entre des gens qui sont très techniques, contrairement à moi, qui savent faire un tas de choses que je ne comprends pas toujours d'ailleurs, et soit ma direction, soit des clients qui ont des besoins spécifiques, qui disent moi j'ai besoin de ça, et je vais dire ah bah attendez, je peux vous apporter telle personne qui saura. Voilà, donc je suis un peu interprète entre les deux. Notre métier, c'est d'être, donc, comme je vous disais, coordinatrice de projet. Donc souvent, un client ou Airbus, hein, je dis un client, ça va vous embrouiller, mais ça peut être pour Airbus Hélicoptère, qui est considéré comme un client parce que moi je suis rattachée à Avion, bon, a besoin de faire une analyse de risque ou un autre projet de sécurité. Et c'est moi qui vais coordonner le projet de A à Z, le vendre, trouver les bons consultants, etc. Et la dernière partie, je suis un peu spécialisée, comme vous l'aurez compris, dans la gestion de crise. Et là, il s'agit d'identifier les menaces qui peuvent empêcher le bon fonctionnement d'un système. Je ne sais pas si vous avez vu le film Boîte Noire qui est sorti récemment. Alors, je ne veux pas vous spoiler du coup, mais c'est quand même un sujet de cybersécurité et c'est vraiment ça. La cybersécurité, elle est partout. Il faut juste identifier les bonnes menaces et c'est un peu mon rôle de préparer au pire. Donc, je ne sais pas si il y a un intérêt que je revienne sur mon parcours maintenant. Vas-y. J'en profite parce que je veux vraiment vous dire que j'étais sûrement comme vous, absolument perdue en terminale, en première. J'ai toujours eu un profil généraliste et encore maintenant je le suis. J'étais très bonne en maths, très bonne en lettres. J'ai cru que j'allais faire des études d'astrophysique, j'étais super nulle. J'ai arrêté. J'ai fait du droit parce que c'était analytique et ça me plaisait bien, mais je voulais pas être magistrate ni avocate. Je me suis retrouvée à Budapest en Erasmus. Ça, je vous conseille vraiment de le faire, un Erasmus. À l'académie de police parce que j'avais pas compris que j'allais atterrir à l'académie de police et j'ai travaillé dans des prisons sur des sujets de sécurité publique, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et à mon retour en France, j'ai fait un master gestion globale des risques et des crises à la Sorbonne à Paris, qui est super, et j'ai eu la chance de le faire en alternance à la gendarmerie, à la direction générale, et j'étais spécialisée dans le contre-terrorisme. Ça calme un peu en général, mais c'est très très intéressant parce que c'est tout ce qui est préparation de plans, les menaces, etc. Et en quittant ce poste, je me suis dit mais je veux absolument rester dans la sécurité publique. Et qui de mieux qu'Airbus pour réaliser ça? Je me disais les gars arrivent à faire voler des avions en toute sécurité, comment ils font ça? Je veux participer. Donc c'était un peu pour ça que je me suis investie là-dedans. Voilà. Alors du coup, moi, je vais vous parler tout d'abord de mon parcours. Alors moi, j'ai toujours voulu faire des sciences, donc j'ai fait un bac S option physique-chimie. J'ai ensuite assez naturellement fait une première année de physique-chimie, et c'est là où j'ai découvert l'informatique. Et donc je me suis lancée dans l'IUPSTRI, qui est Paul Sabatier. Donc c'est Institut universitaire professionnalisé, donc je crois que ça a changé de nom, la CUPSITEC, qui est à l'université, donc qui est spécialisée dans les systèmes des télécommunications et des réseaux informatiques. À la suite de cette formation-là, j'ai commencé dans les réseaux et j'ai eu une opportunité pour faire de la cybersécurité au sein d'Alcatel. Et à partir de là, je suis restée dans le monde de la cyber. Ensuite, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais fait une année d'alternance et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, j'ai pu voir le monde de l'entreprise et financer mes études aussi. Donc, c'est un élément qui est vraiment sympa et qui permet de trouver du boulot assez rapidement. Alors, ce que je fais actuellement, je vais vous donner un exemple qui peut-être va vous parler.
à la télé, lors de la guerre d'Ukraine, à un moment donné, on nous a montré des camions russes qui se positionnaient au niveau des antennes ukrainiennes pour brouiller les signaux de communication. Donc ces antennes devaient communiquer avec des satellites. Et là, en fait, l'attaque russe consistait à brouiller les signaux pour que les Ukrainiens ne puissent plus communiquer entre eux. Moi, mon boulot, en fait, c'est d'écrire à un moment donné ce type de scénario de crise et de pouvoir se dire que si jamais un camion brouille des signaux, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que la communication reste opérationnelle. Point de vue technique qui nous permet en fait d'implémenter et qu'on peut se prémunir de ce genre de choses. Un autre exemple au niveau spatial, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a un an, encore les Russes, désolé, un satellite russe, du coup, s'est dangereusement approché d'un satellite français et a essayé de prendre des informations militaires sur nos satellites. Donc, c'était la première fois en fait qu'un gouvernement disait ouvertement qu'on se faisait attaquer par un autre État. Et concrètement, moi, quand je fais mon analyse de risque, j'analyse ce type de scénario-là et on met en place des mesures de sécurité qui vont nous permettre de nous prévenir de ce type d'attaque. Donc, un exemple concret, c'est le chiffrement des données à un certain niveau pour qu'on puisse continuer à communiquer, même si les données sont volées, elles sont inexploitables pour la personne qui essaye de nous attaquer. Donc voilà, pour les exemples concrets. Marilyn. Donc, moi, je vais reprendre un peu ce que je fais au quotidien. Je travaille au contact des contrôleurs aériens. Voilà, c'est un métier qui est très pointu et très stressant puisqu'ils doivent gérer énormément d'avions en simultané. Voilà, et bien sûr éviter qu'il y ait le moindre conflit entre eux. Donc, mon métier consiste vraiment à les aider à pouvoir réduire cette charge mentale au quotidien et développer des outils qui puissent les aider dans leurs tâches. Du coup, ils ont pas mal d'idées et pas mal de choses à nous fournir au niveau des entrées. En fait, nous dire, ça serait bien que j'ai telle et telle fonctionnalité, ça m'aiderait au quotidien. Donc moi, je fais des ateliers avec eux. Voilà, donc j'essaie de comprendre aussi tout le vocabulaire très précis qu'ils ont parce qu'ils ont vraiment... c'est une façon de parler et de penser qui est propre aux contrôleurs. Vous verrez, quand vous rentrerez dans la vie active, chaque industrie a un peu ses acronymes, ses sigles. Et moi, je ne suis pas du tout formée au contrôle aérien. Donc au départ, il a fallu que je comprenne exactement leurs problématiques, leurs besoins, que je traduise ça aussi dans des choses plus classiques, on va dire, pour que les développeurs des produits puissent le comprendre. Et que je comprenne aussi tous les besoins qui n'avaient pas été exprimés, mais qui étaient un peu sous-jacents dans tout leur discours. Après, je fais du support aussi aux utilisateurs, c'est-à-dire que quand il y a une anomalie sur un des logiciels, ils m'appellent pour voir si c'est normal ou pas, parce qu'on a quand même des avions en jeu, donc on peut remonter ça très gravement, et il faut également être très réactif là-dessus. Je discute avec pas mal de gens différents. Donc au niveau de mon parcours, pour être un peu dans le même lignée que mes collègues, donc moi j'ai un parcours qui n'est pas non plus linéaire. Au départ, moi j'ai fait un DUT de mesure physique, donc plutôt orienté pour travailler côté paillasse, on va dire. Je faisais de la physique ou chimie et je suis rentrée dans le domaine aéronautique en faisant des analyses d'huile et de carburant avion. Donc au départ, c'était ma première expérience dans l'aéronautique. Autant dire que c'était très loin de ce que je fais actuellement. Et je me suis dit, c'est trop bête. Je ne sais pas à quoi servent mes analyses, donc j'aimerais bien aller voir un peu côté bureau d'études, pourquoi et comment on interprète tout ça. Donc petit à petit, la vie a fait que j'ai cheminé. J'ai commencé à avoir un peu plus d'expérience au niveau de l'aéronautique, me faire ma propre idée, faire des formations en interne. Au niveau des postes, j'ai appris beaucoup au contact des autres. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit il faudrait quand même que
que je clarifie tout ça par un diplôme. Donc j'ai repris mes études en même temps voilà, que mon travail quotidien. Donc j'ai fait un diplôme en cours du soir en ingénierie et maintenance voilà, des systèmes aéronautiques et transports. Donc voilà, pour dire qu'on peut aussi voilà, avoir des parcours qui font qu'au fur et à mesure de nos expériences et de nos envies, on trouve finalement sa voie. Donc pas de stress, ok. Là, c'est des parcours de vie. Et d'ailleurs, au-delà du côté hyper technique, là d'un premier abord, ça paraît, c'est avant tout des missions et des objectifs de vie, parce qu'en fait, peu importe en fait le parcours qui depuis jeune jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous en fait par rapport à quels sont vos objectifs de vie, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, vous trouverez votre voie dans le numérique. Elles l'ont trouvé de par Alice sur ce côté-ci, vraiment sécurité et l'envie de la protection comme Sana. Et vous, ce sera la vôtre. Et après, ça va se retranscrire en fait sur des qualités humaines et aussi la partie technique. Donc, ne pas s'arrêter que sur le parti tech. Parce que je sais que ça peut faire peur. Ouais, c'est trop compliqué. Moi, je suis nulle en maths. Je sais pas, j'ai pas les moyens de faire une école d'ingé. C'est pas grave. Faites-vous confiance. Et soyez curieux, parce qu'en fait clairement ce qui se passe c'est que c'est la curiosité qui les a menés en fait au fil de la vie à arriver à leur métier, et que clairement je sais pas si vous le ressentez, mais c'est elles sont passionnées par ce qu'elles font, et puis il y a une vraie vision et un intérêt. C'est pas que de la tech, il y a derrière en fait c'est pour vous en fait que tout ça on fait. Vous le voyez pas de manière directe, mais c'est pour vous. Et donc vous, dans votre parcours, réfléchissez à qu'est-ce que vous avez envie et comment vous pouvez éventuellement le retranscrire dans le digital. Parce que, ouais, vas-y, dis-moi. Je voudrais compléter ce que tu dis. En fait, le numérique est partout et on pense toujours numérique tech. Mais par exemple, moi actuellement, je fais un projet en archéologie pour numériser en fait tout le travail des archéologues. Et ça, je veux dire, les archéologues avec qui je travaille, ils ne sont pas informaticiens. Eux, ce qu'ils aiment, c'est aller mettre les mains dans la terre pour découvrir des choses. Et pourtant, ils sont en train de mettre une partie numérique à leur métier. Et ça, il y a 10 ans, vous leur auriez dit, ou 20 ans, ils auraient dit, non, c'est pas pour moi. Donc voilà, Ouais. je voulais juste... Trop bien. Mais en fait, moi, j'ai fait un master d'histoire. Donc, clairement, je suis obligée de le dire, quoi. J'ai fait un master d'histoire à Antiquité. Donc, moi, à la base, je suis plutôt antiquisant. Donc, j'ai étudié les dieux grecs et en Égypte, notamment. Mais là, maintenant, devant vous, j'ai monté il y a 2 ans une boîte d'informatique où on crée des applications et des sites Internet. Donc, vous allez me dire... c'est quoi le lien, quoi. Mais c'est la curiosité, l'envie, et typiquement avec l'histoire, moi c'est ça que j'adorais, c'est comprendre. Moi c'était comprendre, certes le passé, maintenant je comprends le présent et potentiellement le futur, parce que moi ce que je fais c'est que typiquement c'est vous en fait. Moi je me mets à votre place. Quels que soient les réseaux sociaux, les sites internet, que ce soit le Drive pour commander en ligne, pour acheter des habits, en fait, moi, je me mets à la place de vous et je conçois des applications et des sites pour que ce soit le plus facile pour vous et que vous aimiez ces sites et recommander de nouveau ou les visiter. Voilà. Et d'ailleurs, on est certes des femmes qui travaillent dans le numérique, mais il y en a très peu. Et moi, en tant que chef d'entreprise, désormais, je reçois de plus en plus de CV de femmes et ça me fait plaisir. Parce que c'est vraiment important que pour assurer une qualité de ces projets numériques, en fait, qu'il y ait autant de femmes et d'hommes qui travaillent, parce qu'on n'a pas du tout la même sensibilité, les mêmes façons de voir les choses. On est complémentaires. Même sur un même métier, sur le parti développement, le métier classique, le côté on fait du code informatique, on développe les applications, mais même sur un même métier, que ce soit une femme ou un homme, c'est différent et on est complémentaires. Et ça, je ne sais pas si vous le voyez, Samia, au quotidien. Moi, j'ai un cas concret parce que les données, en fait, selon qui le voit, je vais dire le cas concret parce que ça illustre vraiment le besoin d'avoir une mixité dans les équipes. C'est des collègues à moi qui travaillaient sur une application de reconnaissance vocale, genre le Alexa de Amazon ou OK Google de Google.
Eux, ils ont fait ça, c'est une boîte à Toulouse, là. Et l'équipe était super, ils étaient tout contents, ils voulaient faire leur première démo et ils demandent à une collègue à eux de venir et de dire, alors je sais plus c'était quoi le mot, mais c'était OK Toulouse, et ils devaient se mettre en marche. Et la collègue arrive et dit OK Toulouse, rien ne se passe, OK Toulouse, rien ne se passe. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que l'équipe de dev, c'était que des hommes. Et ils avaient beau avoir des timbres de voix différents, les hommes qui faisaient de l'équipe, ils avaient entraîné la machine sur leur timbre de voix, mais ils n'avaient pas pensé qu'en fait, le timbre de voix d'une fille peut être fondamentalement pour la machine différent. Et donc, ils ont été tout bêtes en disant « Ah bah mince alors, ça ne marche pas ». Et voilà, c'est un exemple concret de... ils n'y ont pas pensé, et en fait, d'avoir un point de vue différent, quand bien même ils avaient déjà des points de vue différents, eux, voilà, c'est très important, donc venez. Et surtout, c'est fun, en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on s'amuse bien, en fait, dans le numérique. Voilà. Moi, je vais juste rajouter un petit mot. Moi, dans mon entreprise, on recherche énormément de femmes et d'hommes pour faire de la cyber. Et la diversité est très importante parce que quand on a un problème à résoudre, on arrive tous avec notre façon de penser qui est différente. Et ça permet d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus robustes que s'il y avait un seul type de personne vraiment formatée d'une seule façon qui faisait la solution. Alors, je me permets du coup de rebondir sur ce que tu viens de dire. On a beaucoup parlé de nos parcours, des compétences, etc. Mais il y a quelque chose que vous devez absolument garder à l'esprit, c'est votre caractère. Et ne reniez pas qui vous êtes parce que vous avez envie de devenir grande avocate new-yorkaise. Moi, on a essayé beaucoup de me transformer, de me dire mais tu seras ingénieur, et je n'étais pas ingénieur. Et puis un jour, il y a eu la crise Covid. Et là, ils ont dit, ah, mais on a besoin de quelqu'un qui n'est pas ingénieur et qui a cette capacité de mettre en relation les gens, de comprendre leurs problèmes, d'avoir une fibre vraiment très, très humaine. Et alors depuis, j'ai eu des milliards de propositions d'emploi, mais bon, il a fallu quand même une pandémie mondiale pour qu'ils s'en rendent compte. Donc je vous le dis, je vous donne les petits tips avant. Écoutez-vous. Je sais que c'est pas facile, surtout à votre âge, de se connaître, c'est l'enfer. Mais on sait tous en nous ce qu'on a un peu de plus que quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont très très forts, il y a des gens qui sont très émotifs et on dirait mais t'es trop sentimental, d'accord, je suis peut-être émotif, mais je capte mieux ce que ressent quelqu'un d'autre, donc peut-être que je serai un bon manager. Voilà, écoutez-vous et ne vous concentrez pas que sur des critères métiers techniques et des compétences un peu dures, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, donc c'est vraiment ce que vous êtes vous-même. Pour ajouter sur ce que tu viens de dire, les tech skills, les hard skills, les compétences techniques, en fait, s'apprennent. Et ça, c'est un autre truc qu'il faut garder en tête, c'est que vous êtes peut-être sur le point de quitter le lycée pour rentrer dans l'enseignement supérieur ou pas. C'est pas nécessaire pour arriver là où vous voulez arriver. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous allez continuer à apprendre, en fait, en delà de l'école. Et ça va vous permettre d'avancer et d'avancer sur votre chemin qui est unique à vous et qui va faire que vous allez être la bonne personne pour un bon métier que vous allez peut-être découvrir parce que le métier n'existe pas encore. Data scientist n'existait pas il y a 15 ans et maintenant il est partout. Donc voilà, avoir confiance en vous. Vraiment, ça c'est... Si j'avais eu ce conseil à votre âge, j'aurais gagné pas mal d'années. Et continuer d'apprendre, garder cette joie d'apprendre ce que vous aimez apprendre, en fait, pas qu'on vous l'impose. Voilà. Parfait, c'est super. Mais après, il y a tellement de métiers dans le numérique. Si vous avez un côté très créa, vous aimez dessiner, vous avez plein de métiers que dans le design, dans la réflexion de recherche utilisateur. Même si vous aimez peut-être partir sur une filière de droit, on recherche aussi des consultants type RGPD. Je ne sais pas si vous connaissez la réglementation des données, si vous aimez voilà, le côté droit, donc c'est le droit dans le numérique. D'ailleurs, il y a même des avocats spécialisés dans le numérique. Et vraiment, ne restez pas dans des schémas et des idées reçues, parce que pour faire tout ce que vous avez sur le téléphone, il faut une multitude de compétences et une multitude aussi de personnalités.
Et un autre conseil, parce que je suis très bavarde, Vas-y. entourez-vous et osez, vraiment. Je ne vais pas dire que tout ce qui m'est arrivé, c'était un peu par hasard, mais c'est pas très loin. Et j'ai toujours eu beaucoup de chance de rencontrer des gens exceptionnels à qui je me confiais et qui me disaient « Ah, mais tiens, on a besoin de quelqu'un qui pense comme toi, la direction générale de la gendarmerie ». Quand je suis arrivée avec mes 23 ans, je ne sais pas quel âge j'avais, 24 ans, c'était un peu spécial au début, mais il faut vraiment oser parler et dire ça me convient, ça me convient pas, ça m'intéresse, bah tiens, je vais te présenter telle personne qui va t'expliquer ce que je fais. Vraiment, prenez des risques, pas inconsidérés, on est d'accord, mais osez faire des choses et osez vous confier, et il y aura toujours, ça tombera toujours forcément à un moment dans une oreille bienveillante qui vous accompagnera, et voilà. Moi, par contre, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que c'est de la chance. Moi, je pense que la chance, on la provoque. Que si on fait rien, c'est sûr qu'il y a rien qui va vous arriver. Ça, c'est un conseil de vie, ça. Ouais, mais ça, je pense que c'est les Provoquer la femmes. chance. Ça, c'est un autre débat, je pense. Ce sera une autre conférence. Il faut Sur oser, ouais. les c'est ça. femmes. C'est ce que je suis d'accord avec toi, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Moi, par exemple, cette semaine, je vais vous partager un truc très concret. Cette semaine, j'étais chez un client et c'est une entreprise de plomberie. Donc, en gros, leur métier, c'est de répondre à des urgences. Je sais pas, mon évier il fuit. Voilà, vraiment une galère de plomberie. Et ils sont 100% papier. En fait, ils galèrent, ils n'arrivent pas à se retrouver, ils perdent de l'argent parce que bon, bref. Et ben, j'y suis allée avec mon alternante que j'ai recrutée en septembre. Et ben franchement, je la remercie parce que j'ai passé une super semaine avec elle. On a travaillé main dans la main. Donc moi, avec mon côté, avec plus de bouteilles, forcément. Moi, ça fait 8 ans que je fais du digital, mais elle a une 20 ans, 21 ans. En fait, on était main dans la main et puis en fait, on travaille, on évolue. Moi, je sais très bien que elle a 20 ans, elle va pas forcément avoir tout mon bagage, mais en fait, on travaille main dans la main et c'est ça qui est génial, quoi. Et moi, je la remercie d'avoir d'avoir passé cette semaine avec moi et de m'avoir aidé. Donc vraiment, n'ayez pas de complexe, que ce soit parce que vous êtes une femme et que par défaut, oui, de toute façon, il n'y a que des hommes, donc de toute façon, je vais être la seule fille. Non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Soyez, comme elles l'ont dit exactement, soyez vous-même. Affirmez ce que vous pensez. Si vous avez des choses à dire, c'est concret, allez-y. Et puis n'ayez pas peur parce que nous, ce qu'on attend, c'est de nouvelles personnes qui viennent et qu'on travaille ensemble avec votre expérience et qu'on puisse faire des applications ou répondre à des problématiques de sécurité pour faire notre monde, en fait, finalement. Bien, on est toutes là, je pense, parce qu'à un moment, on s'est trompé de voie. En tout cas, on est allé dans une voie qu'on pensait être celle qu'on voulait suivre, puis finalement, on a été embarqué dans d'autres. Donc, surtout, trompez-vous. Ouais. Vraiment, n'ayez pas de certitude absolue. Bon, si vous en avez, tant mieux. Après, il y a vraiment des gens qui ont des chances inouïes d'être musiciens. Depuis qu'ils ont 2 ans, ils savent qu'ils vont faire le conservatoire, pianiste. Voilà, et c'est super. Mais c'est pas la majorité, je pense. Et c'est génial d'avoir plein d'opportunités. Au final, moi, ça m'a servi de faire du droit. Ça m'a servi d'atterrir en Hongrie à l'Académie de police. Tout ce que j'ai fait m'a servi et je pense que c'est la même chose maintenant. Et ça fait de vous un être très riche. Allez, dernier conseil, les filles. Je veux juste rebondir sur la certitude, parce que pour le coup, moi, je faisais partie de ces jeunes qui avaient une certitude d'être enseignant-chercheur depuis que j'ai 10 ans. Et en fait, j'ai bien fait de me tromper, en fait. Donc, on peut aussi avoir des certitudes et puis réaliser avec l'âge, avec l'expérience de vie, avec ce que la vie nous envoie dans la tête, que le rêve qu'on avait, c'est pas parce qu'on n'y atteint pas, parce qu'on pense, donc enseignant-chercheur à la fac, mais plutôt, j'y suis arrivée autrement, en le faisant moi-même. Je fais de l'enseignement, je parle à des gens comme vous pour partager mon savoir, je fais des puzzles à la longueur de journée avec mes clients, et en fait, j'ai créé le métier, enfin le contexte que je voulais depuis que je suis toute petite, mais pas dans le contexte de la boxe que la société m'imposait. Donc voilà, c'était pour illustrer que même en sachant où est-ce qu'on va, on peut se tromper et arriver à destination tout pareil. Un dernier conseil, Sana ? De ne pas lâcher, même si on vous dit que vous n'allez pas y arriver, que si vous avez en tête un objectif, mettre tout ce qui est dans votre pouvoir pour le faire. Et tant pis si vous ne faites pas un chemin linéaire. Moi, je n'ai pas été prise dans l'école que je voulais, mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas réussi à faire les études et le métier que je veux. Et pas de complexe, on y va. Le mot de la fin, Marilyn ?
Ouais, mais ça rejoint. Voilà, faut vraiment pas avoir peur et puis se donner des chances à tout âge. Hein. On peut. Enfin, moi, j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire justement. Ne pas savoir ce que je faisais toute la journée, ce à quoi ça servait, c'était pas mon but. Mon esprit, ma curiosité a fait que ben, voilà, j'ai continué à creuser et je creuse encore tous les jours parce que voilà, on apprend au quotidien. Au contact des autres. Génial. Merci beaucoup. Merci les filles. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timides, s'il vous plaît. Hein. On répond. Nous, on est bavardes, ne vous inquiétez pas. Oui. Où est-ce que vous travaillez? Si c'est dans un bureau ou c'est télétravail? C'est quoi l'environnement de travail pour chacune? Moi, je travaille dans un bureau et avec du télétravail, à peu près 2 jours par semaine. Hein, voilà. Enfin, le contexte numérique fait aussi qu'on a pas mal d'outils qui sont déportés, donc on peut bien sûr travailler à distance, mais après le contact est humain et la communication les uns avec les autres, ça on ne peut pas l'enlever, même si on peut tout faire à distance. C'est toujours riche de discuter avec les collègues, donc cette part-là, il ne faut pas l'enlever. Moi, j'ai fait beaucoup de télétravail une période de ma vie. Actuellement, je ne fais pas du tout de télétravail parce que je travaille sur un environnement restreint. Mais du coup, il y a ces 2 types de fonctionnement. Par contre, je voulais dire que je suis au 9/10e annualisé et que du coup, j'ai plus de vacances et que c'est génial. Il faudra que tu expliques c'est quoi le... Ah, pardon, oui, je cumule en fait plus de congés chaque semaine, une demi-journée par semaine, et qui me permet du coup d'avoir des jours de congé en plus. Ouais. Eh ben moi, c'est un peu les deux. Selon le client que j'ai, vu que je suis mon propre chef, je m'impose mes rythmes de travail et les conditions de travail. Donc c'est beaucoup d'un télétravail parce que, de télétravail parce que mes clients sont majoritairement à l'étranger et que je vais pas faire des allers-retours tous les jours avec l'étranger. Mais quand mon client est en France, je vais faire des sessions de 1 jour, 2 jours sur place pour pouvoir... la communication avec les personnes, c'est quand même plus simple quand on est face à face qu'à travers un écran, quand bien même on a la visio, tout ça. Ne serait-ce que le non-verbal. J'ai énormément du mal à comprendre le non-verbal à travers une caméra, et donc c'est toujours plus simple quand j'ai la personne en face de moi. Donc voilà, je fais les deux. Oui, idem, hein, télétravail et présentiel. Comme j'ai une petite équipe à gérer, j'aime bien aller les voir sur place, c'est quand même plus sympa. Et selon les projets, des fois on doit être chez un client, en France ou à l'étranger. Et comme je suis à Paris, moi, et je passe pas mal de temps aussi à Toulouse, chez la maison mère d'Airbus. Voilà. Mais c'est sûr que quand on dit télétravail, c'est soit chez nous ou soit ailleurs aussi. Hein. Enfin, c'est vrai que vous choisissez soit présentiel, soit ailleurs. Bonjour, je m'appelle Lisa et j'avais une question. Est-ce que vous arrivez à séparer votre vie perso et le boulot? Voilà. Moi, je réponds parce que je suis très forte pour ça. Il y a des moments où le travail, c'est quand même assez exigeant. Surtout quand on est en cellule de crise. Là, pendant le Covid, j'ai eu genre 3 mois où j'ai pas vu la lumière. Par contre, après, il faut savoir gérer les impératifs perso. Et en général, les entreprises sont quand même assez conciliantes. Donc oui, aucun problème pour ça. S'il y a des journées où on doit se faire livrer une machine à laver, on dit qu'on est en télétravail et ça se passe très bien. Voilà, encore une fois, il faut se connaître et poser des limites parce qu'on peut vite tomber dans un schéma où notre hiérarchie nous impose inutilement des choses. Et après, ils comprennent très vite aussi. Hein. Ça se passe bien. Oui, et puis s'ils ne comprennent pas, voilà, ils vont comprendre très vite. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis mon propre chef, donc il faut que je m'auto-convainque de faire attention à l'équilibre pro-perso. Je sais que j'ai une tendance à dériver parce que quand vous êtes toujours, pour garder l'image du puzzle, quand vous êtes sur un puzzle et que vous êtes presque sur la fin et que vous êtes là, vous savez que vous allez le finir, et puis en fait non, parce qu'il est 18h et qu'il faut aller chercher le petit.
Eh ben, il est 18h et vous allez chercher le petit, parce que la vie vous rappelle qu'il y a autre chose que le travail. En fait, l'équilibre, c'est à vous de le trouver, celui qui vous convient à vous-même, et après à faire en sorte de le faire respecter par votre entourage. Voilà. Alors moi j'ai 3 enfants, donc je suis obligée de trouver l'équilibre, hein, parce qu'il faut s'occuper des 3 enfants. Et moi mon équilibre, ça a été de réduire mon temps de travail, simplement. Donc quand on est dans une grosse boîte, c'est peut-être plus difficile, c'est plus simple que dans une petite. Mais voilà. Bon, moi, j'ai des enfants aussi et voilà, les sociétés sont quand même, aujourd'hui assez conscientes du fait que voilà, on a une vie personnelle à côté et du coup, les horaires de travail, moi, c'est assez souple. Je m'organise comme je veux. Si je veux commencer tôt parce que ça m'arrange mieux, c'est ce que je fais. Il y a la souplesse aussi dans nos métiers en général. On n'est pas des horaires de bureau très carrés où il faut être là à telle heure. Enfin, on a de la souplesse. Et ça, c'est super agréable. Et pour moi, il n'y a pas de souci pour séparer les deux. Il n'y a pas de problème. Au premier rang, vous vouliez poser des questions, il me semble, non? Yes. Ah, pardon. Bonjour, je m'appelle Mohamed et je voulais vous demander quel est le type de recrutement que vous utilisez. Le type, excuse-moi, Le type de recrutement. Du coup, moi j'ai fait quelques types. Toi, tu peux, oui. Alors du coup, nous, dans une grosse boîte, il y a la cooptation. Ça veut dire qu'il y a une personne qui vous connaît et qui pousse votre CV. Du coup, vous passez le premier step. Ensuite, nous, c'est vrai qu'on utilise pas mal le CV avec ou sans photo. Il n'y a pas de. En fait, on est dans les grosses boîtes. Je pense qu'Airbus c'est pareil. On est vraiment ancré dans la diversité. Donc, on va regarder surtout l'expérience. Et la motivation. Moi, ça marche beaucoup là. Je suis en train de recruter une fille qui était analyste géopolitique. Rien à voir avec notre métier. Mais elle m'a dit j'ai trop envie de découvrir la gestion de crise cyber et ça m'a suffi. Là, j'ai vu ses yeux pétiller et pour moi, ça a été suffisant. Voilà. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je n'ai pas encore fait de recrutement. Que je ne pense pas en faire à court terme parce que le choix d'être à mon compte, c'est aussi de pouvoir être seul maître à bord dans le sens au niveau de la pression. Par contre, plus largement, si je devais en faire un, c'est pareil, c'est sur la motivation et sur le... ouais, c'est ça, la motivation. J'arrive pas à trouver d'autres mots. C'est pas les diplômes, c'est pas tout le passé. C'est plutôt l'histoire de la personne et est-ce qu'elle montre qu'elle est motivée pour apprendre si elle ne sait pas et pour mettre en application si elle sait et que voilà. C'est plus le potentiel plutôt que l'acquis, on va dire, c'est ce que je chercherais sur une personne. Et qu'elle soit agréable aussi. Oui, alors le côté humain, ça par contre, une relation employeur-employé et même dans une équipe, l'humain est central. La communication et être bienveillant, avoir les mêmes valeurs que moi ou que la boîte. Alors pour une boîte, c'est un peu plus compliqué parce que c'est large, mais que l'équipe qu'elle va intégrer, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Après, au-delà des compétences techniques, de la façon, des choses que vous avez pu apprendre à l'école, il y a aussi toute cette façon de parler, de se présenter, de montrer que on va pouvoir communiquer avec différentes personnes. Moi, dans ma société, il y a beaucoup aussi de recrutement de jeunes qui viennent en stage et qui prouvent aussi par leur motivation qu'ils ont envie de continuer dans la société. Ça permet à chacun de se jauger, juger et de pouvoir rentrer après tranquillement dans la société si ça match. D'autres questions? Yes. Bonjour, je m'appelle Hugo. Quels outils vous utilisez dans votre métier en fait? Vaste sujet. Après, on va dire Outils informatiques. ouais. Tu peux préciser ta question? Outils oui. informatiques ou logiciels? Logiciels, outils informatiques, par exemple, quel type de langage, etc. Ouais. Alors, je vais répondre à ta question par une non-réponse. Les logiciels que j'utilise actuellement n'existaient pas il y a 10 ans.
Donc en fait, je pourrais te répondre factuellement quels sont les logiciels en 2022 qu'on utilise en data science. Mais en fait, je suis quasi sûre que dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera déjà obsolète. Donc bon, je vais quand même répondre. Le langage, c'est Python. Les logiciels, il y en a tellement que je pourrais te faire une liste. Tu peux me contacter sur LinkedIn et je te l'enverrai parce que c'est vraiment... Enfin, il y a moult selon ce que tu veux faire dans le métier. Mais bien garder en tête, et c'est pour ça qu'on disait apprendre, parce que l'outil que vous allez utiliser au quotidien dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 6 mois, en fait, peut-être qu'il est juste sorti là et qu'en fait, il va falloir apprendre à l'utiliser au moment où il sort. Donc voilà. Je suis désolée. Adaptabilité. Donc son compte LinkedIn, il est juste en... Non, c'est les emails, mais il y a pas le... Google, Samia ouais, Drapeau, tu la trouveras sur LinkedIn. voilà. Google connaît tout de ma vie professionnelle. Après, c'est vraiment adaptabilité et tu vas t'adapter au projet surtout. Il n'y a pas de cadre. Hein. Et les personnes qui font du pentest, les attaques cyber, hein, elles vont prendre les logiciels, les derniers logiciels, derniers cris, et elles vont faire leurs tests. C'est une bonne question quand même. Non, Oui. je pense que c'est bon. Sur le langage de programmation, tu veux dire? Mais en fait, c'est pour savoir s'il y avait un logiciel en fait, particulier ou pas du tout que vous utilisiez. Enfin, Le cerveau. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup le cerveau. Après, les des langages autres. en soi, ça peut switcher, ça dépend après aussi, parce que ça dépend le secteur dans lequel tu es. Si tu veux faire du développement informatique, tu as différents langages, que tu fasses du web, donc c'est tout ce que tu vois. Et après, c'est tout ce qui est derrière la machine. Donc ça va être d'autres langages. Sur mobile, quand tu développes des applications mobiles, c'est pas les mêmes langages que sur du web, donc c'est hyper large. Donc si tu veux, on en discute après s'il y a des choses particulières qui t'intéressent, parce que c'est trop large pour faire des généralités. Voilà, pour t'aiguiller. Ça dépendra de toi ce que tu veux. On te parlera après. Si je peux juste rajouter, en fait, plus généralement, on parle de numérique, on parle de langage de programmation. En fait, ce qu'il faut surtout apprendre, un langage de programmation, c'est comme une langue. Et vous en parlez déjà une, le français. Quand vous allez en apprendre une nouvelle, donc un langage de programmation ou une autre langue vivante, vous allez utiliser ce que vous savez déjà en français pour le transposer à la nouvelle langue. Et vous allez devoir apprendre la grammaire et tout ça, mais vous allez devoir apprendre. Et la programmation, c'est pareil. Donc tu peux commencer avec n'importe quel langage. Alors, pas un, genre le Fortran ne le fait pas, en fait, c'est mort. Mais il y a d'autres, il y a Python, il y a Java, il y a React, React. Angular. Voilà, il y a plein de noms, mais tu peux prendre ceux qui sont en train d'être le hashtag le plus important sur Twitter, langage de programmation, tu peux choisir celui-ci. Et en fait, ce que tu dois surtout apprendre, c'est pas tant les spécificités de ce langage, mais juste la réflexion. Et donc là, ça revient au cerveau. Juste comment exprimer ton besoin dans cette nouvelle langue que tu es en train d'apprendre. Enfin, toi et tous les autres, hein, pardon. D'autres questions? Alors, moi, j'aimerais savoir si vous idéalisez votre métier ou vous aimez vraiment, vous vivez vraiment le rêve d'avoir vos métiers. Le rêve de ma vie, c'était pas ça. Non, mais moi, je suis passionnée. Je le sais parce que quand je suis au boulot, il y a des moments donnés où je suis tellement pris dans ce que je fais que je me rends même pas compte du temps qui passe. Et le matin, je suis super contente d'y aller. Je pense que si tu n'as pas la joie de vivre quand tu es au boulot, c'est qu'il faut réfléchir à avoir un autre boulot. Donc oui, j'aime. Je n'idéalise pas pour que tu viennes faire de l'IT. Non. J'aime vraiment mon boulot. On va passer juste à des dernières questions parce qu'ensuite on va clôturer. Dernière question. Wow. Après, au pire, on pourra vite fait après. Pas d'inquiétude, on pourra répondre. Bonjour à toutes. C'est une question plutôt pour vous, Alice. On aimerait savoir, en cas de crise majeure à Paris ou en France, est-ce que vous pouvez quitter votre travail pour, en l'occurrence chez Airbus, pour rejoindre les QG de crise? Oui, et c'est ce que je fais, j'allais dire assez régulièrement, non, il n'y a pas de crise majeure tant que ça, mais oui, c'est un contrat qui est passé entre les armées, parce que la gendarmerie est rattachée aux armées aussi, et au ministère de l'Intérieur,
avec Airbus, qui est une grosse entreprise quand même. Et ça m'arrive assez régulièrement de dire, alors, je suis désolée, demain je suis pas là, je suis en cellule de crise parce qu'il y a... Bon, là, il y avait les présidentielles, par exemple, où quand il y a eu les gilets jaunes, ça arrivait souvent. Là, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby l'été prochain. Je sais que de grandes chances, on commence déjà à préparer des exercices de crise. Bon, je vais rester disponible pendant ce mois-ci, quoi. Donc, j'essaie de ne pas partir aux Maldives pendant ce temps. Et Airbus est très compréhensif et de toute façon, ils ont tout à y gagner aussi parce qu'on travaille main dans la main avec la gendarmerie et on apprend les uns avec les autres. Et j'ai aussi fait partie de la cellule de crise d'Airbus. Donc, au final, mes deux métiers se recoupent régulièrement. C'est une question ? Allez, la dernière, et puis on arrête. Promis. Est-ce que vous avez déjà vécu des inégalités salariales en tant que femme au sein de l'entreprise ? On fait court là, parce que... Alors oui, hélas. Quand je passais de la fac à l'entreprise, alors je ne pense pas que c'était parce que j'étais une femme, mais plus par ma diversité de formation, parce que je n'avais pas un diplôme d'ingénieur. Mais oui, effectivement, j'ai vécu ça. Par contre, on s'en est très vite rendu compte avec le collègue qui avait été recruté en même temps que moi sur le même poste, avec la même expérience que moi en data. Et je suis simplement allée voir la RH en disant « Bonjour, il y a cette inégalité, et c'est pas très bon. » Voilà. Bon, excusez-moi, je dois te... Bon, mais c'est terminé pour la série de questions-réponses. Par contre, si jamais vous avez d'autres questions, on est disponible juste après. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et vos questions. Merci beaucoup à la Mêlée et au projet numérique pour elle qui a permis cet événement de Vie ma vie. Et à très vite. N'hésitez pas à nous contacter avec plaisir.